Salut à tous, c'est Justin Curieux, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo que je vais appeler Je viens de lire, dans lequel je vais vous commenter des lectures, et aujourd'hui je vais commencer par un livre de l'historien britannique Anthony Beevor, La chute de Berlin. Alors évidemment ça va s'inscrire dans ma série sur la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour ceux et celles qui la suivent. Avant d'entrer dans le vif du sujet et le cœur de cet ouvrage absolument génial, hyper riche d'informations, j'aimerais vous faire un très bref préambule. J'ai pas l'habitude de faire ça, et je vais le faire aujourd'hui, je vais en profiter pour passer des remerciements, puisque en gros, j'ai mis environ 50 heures à réaliser cette vidéo. Si ces 50 heures m'avaient été payées, j'ai fait un petit calcul, je parle en salaire brut, hein, un salaire brut, si j'avais été payé au taux horaire de SMIC horaire en France, j'aurais touché environ 400 € brut. Si j'étais un cadre moyen, c'est environ 1200 €. Et si j'étais un PDG moyen, c'était 2800 € environ. Je le dis parce que j'ai envie de remercier du coup les 7 personnes qui m'ont déjà généreusement aidé depuis que j'ai commencé ce projet, depuis 2 ans maintenant, et depuis 1 an que les vidéos sortent petit à petit. J'ai quand même dépensé, j'estime, à plus ou moins 50 heures, 1800 heures. 1800 heures hein, pour préparer tout ce que je fais. Et c'est loin d'être fini. Donc aujourd'hui ça prend de plus en plus de forme, les vidéos commencent de plus en plus à sortir. Donc j'en suis très heureux et je remercie les 7 personnes qui m'ont aidé et qui m'ont permis de gagner au total 209,54 €. Pour les 1800 heures que j'ai investies, bon ben c'est toujours ça, j'en suis très très heureux. Et du coup ben, je passe évidemment un petit message à la fois de remerciement à ces 7 personnes, vraiment merci. Et pour toutes celles qui m'écoutent, qui en ont les moyens et l'envie, ben, c'est sympa, si vous pensez à m'aider c'est cool, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà que maintenant que le petit message est passé, place à l'histoire. Place à l'histoire avec l'introduction de ce livre, La chute de Berlin d'Anthony Beevor. C'est le 2e livre d'Anthony Beevor. Le premier, le voilà, donc la couverture est toute rouge, ça vous aide pas à savoir ce que c'est, mais si je l'ouvre, regardez le titre de ce livre, c'est Stalingrad. Anthony Beevor nous a commencé par nous livrer l'histoire de Stalingrad. C'est absolument génial, hein, un livre formidable que je commenterai un jour. Et une fois qu'il a fait ça, ben, il s'est dit qu'il allait attaquer le travail de la chute de Berlin, qui nous amène aujourd'hui. Ce livre est écrit en 2002, l'auteur a eu accès à des archives soviétiques, donc il y a des informations de première main à l'époque. Il fait 456 pages, il est agrémenté d'une quinzaine de cartes en début d'ouvrage qui sont plus ou moins bien faites. C'est toujours difficile, je trouve, d'introduire des cartes dans un livre comme ça et les rendre claires, lisibles. Je trouve que certaines, pour le coup, sont réussies, d'autres pas trop. Il y a des informations qui auraient pu être ajoutées, d'autres mises plus clairement. Bon. Ensuite, le livre nous parle en gros du coup de la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir le début de l'année 1945 en Allemagne, côté front russe. C'est la conquête russe des terres polonaises et allemandes en gros jusqu'à Berlin. Et pour vous aider à mieux y voir plus clair, à mieux comprendre cette histoire, je vous ai mis ici, vous voyez, une carte que j'ai trouvée, que je trouve pas mal, puisque elle permet de montrer, vous voyez, les lignes en rouge ici, ben en fait c'est les frontières allemandes. Alors là à l'ouest, vous voyez déjà les Américains, les Anglais qui attaquent. En Italie, les Allemands sont aussi sous les attaques des Américains qui remontent. Et puis ben, à l'est, vous voyez que les Russes, si on part du sud ici, ben, les Russes attaquent de partout, hein. Les Allemands ne contrôlent plus que la Croatie, une toute petite partie de ce qui est de la Yougoslavie, ce qu'était la Yougoslavie. J'allais dire la Yougoslavie actuelle. C'était ce pays qui a été détruit. Mais bref, en tout cas, une partie de la Hongrie avec, vous voyez, un encerclement à Budapest parce que les Allemands veulent à tout prix tenir Budapest. Et quand je dis les Allemands, je parle d'Hitler. Je vais revenir sur les lubies d'Hitler extrêmement nombreuses en cette fin de Troisième Reich. Hitler ne jure que par Budapest, il envoie en permanence des forces à Budapest, il demande des attaques, des contre-attaques, il faut défendre Budapest, il faut attaquer, il faut reprendre Budapest, bref. Donc il y a des événements très importants qui se passent, des forces qui auraient pu être employées ailleurs. Bref, et si on remonte, ben, on voit que les forces allemandes contrôlent quand même une grande partie du territoire polonais actuel. Vous voyez, il y a quand même les frontières des pays actuels qui sont dessous sur cette carte qui permet d'y voir plus clair. Et puis il y a des forces allemandes, très nombreuses en fait, hein, encerclées en Courlande, tout au nord là-haut, qui sont bloquées, dont Hitler ne donnera l'évacuation que de quelques-unes par mer. Il y a des forces très nombreuses, de grande qualité en plus, qui auraient pu servir à défendre le Troisième Reich, l'Allemagne, qui sont bloquées là-haut. Voilà, pour la situation en ce début de livre. Évidemment, ça ne nous dit pas l'état des forces. L'état des forces allemandes, c'est tragique, c'est très inégal, mais enfin,
Globalement, les Allemands sont très encerclés de partout. Ils sont épuisés, fatigués, bombardés. L'industrie est moribonde. Les soldats sont épuisés. Il y a tantôt des recrues sans expérience, avec des mauvais équipements, tantôt des soldats vétérans qui n'en peuvent plus. Donc, puis des fanatiques au milieu surboostés. Donc tout ça, ça donne quelque chose d'assez hétéroclite. Les Allemands ont du mal à s'approvisionner, ils ont du mal à constituer des réserves, ils ont du mal à se reposer, ils sont sous pression en permanence. Donc le Reich, lui, il est bombardé, il subit un effondrement physique, moral, industriel, général, ce qui va donner un côté vis-à-vis des civils, où leur cauchemar continue, et va se fortement grossir en début de cette année, vous allez voir. Les civils sont bombardés. Ils ont un confort qui est considérablement réduit, hein. La plupart n'ont plus d'eau courante, plus d'électricité, même plus de murs, même plus de toit sur la tête. Si tant est qu'ils aient des meubles, etc., les familles sont divisées, les hommes sont au front, morts, dans les usines, travaillent pratiquement nuit et jour, pas question de demander des heures de congé, pas question de prendre de vacances, pas question d'arrêt, je ne sais quoi, hein, tout le monde travaille, voilà, il n'y a pas de question. Les femmes et les enfants sont livrés à eux-mêmes dans des conditions terribles. Dans les villes bombardées. Hitler envoie des messages, les gens sont obligés de tenir jusqu'à la mort. Donc vous imaginez hein, la peur grandissante de l'armée des Russes qui arrivent. Donc la situation, les Russes quant à eux disposent d'une puissance absolument incroyable. Ils n'ont jamais eu autant de force. Alors je vais vous sortir la carte pour que je vous continue mon plan. Voilà, grande partie 1 de cette commentaire de lecture à propos des Russes. Donc ils ont des forces écrasantes, infiniment supérieures à tous les niveaux aux forces allemandes. À l'époque, on estime qu'ils ont 6 700 000 hommes engagés dans leur armée, une profusion de matériel de toutes sortes, de l'artillerie, des chars, de l'aviation, énormément de munitions. Il faut savoir que les Russes sont quand même aidés par le pré-bail américain des livraisons américaines, en particulier au niveau de la nourriture des soldats, puisque c'est pas leur fort les Russes de bien nourrir leurs soldats, et en particulier, parce qu'ils reçoivent beaucoup de boîtes de conserve du coup en provenance des États-Unis, et aussi en camions. Les Américains leur envoient beaucoup de camions qui aident énormément les Russes pour le ravitaillement, etc. Les principaux maréchaux russes à l'époque, qui commandent les forces. Alors vous avez Zhukov ici. Je vous mets voilà, un portrait de Gorky Zhukov, le plus illustre d'entre eux, hein, qui a défendu Moscou, qui est responsable des grandes manœuvres d'encerclement de Stalingrad. Konev, moins connu, Konev au visage terrible, je trouve, Konev. Tout le monde décrivait un regard terrifiant pour quelqu'un d'absolument impitoyable, vis-à-vis de ses propres troupes d'ailleurs, également. Le maréchal Rokossovski également, que je vous mets ici. Voilà en gros les 3 grands commandants russes à l'époque. Et Tchoukov, que je ne résiste pas à vous montrer en portrait. Tchoukov, c'est le grand vainqueur de Stalingrad, celui qui a résisté dans Stalingrad pendant des mois aux attaques allemandes. Donc quelqu'un qui a envie de prendre Berlin, d'arriver à Berlin en premier, qui est tout plein d'envie de vengeance. Comme beaucoup de soldats russes, et comme la propagande russe et l'État russe, avec Staline bien sûr, encourage cette propagande. Je vous mets là ici Staline, du doigt pointé, on imagine ordonnant je ne sais quel massacre ou ordre tragique. Les Russes ont envie de se venger. Le gouvernement russe, la propagande russe entretient l'idée qu'il faut se venger, que c'est du devoir des Russes de se venger, et donc ça c'est le prémisse aux pires horreurs. Pour le soldat russe, je vous ai dit qu'il était globalement mal nourri. C'était pas la priorité des Russes de bien nourrir leurs soldats, et d'ailleurs leurs soldats, d'un point de vue de leur bien-être, n'est pas du tout leur priorité, puisqu'ils vivent dans des conditions d'hygiène absolument épouvantables. Ils sont très mal nourris, donc je vous l'ai déjà dit. Ils peuvent pratiquement jamais se laver. Et du coup, on voit dans l'armée rouge des développements de maladies, telles que la dysenterie et le typhus, qui prospèrent en quantité incroyable. On estime qu'entre 1 et 2 tiers des soldats russes sont couverts de vermine, tellement ils ne peuvent pas se laver. Les poux prospèrent. Voilà. Le soldat russe est globalement très indiscipliné. Ça s'explique par le fait qu'il est très peu respecté en fait de ses officiers du commandement général, surveillé par les troupes du NKVD, la police secrète russe, qui n'hésite pas pour un tout ou un rien à fusiller hommes et officiers sous couvert de lâcheté, voilà.
Donc dans ces conditions-là, le soldat russe, il est très indiscipliné quand les officiers sont pas là, quand il n'est pas surveillé. Il a bien conscience qu'il est qu'un pion dans cette immense guerre, absolument négligé, qu'on lui demande de mourir sur place à toute occasion, et qu'il n'y aura aucune compensation, si j'ose dire qu'il pouvait y avoir de compensation. Même pas de compensation morale, ou de... voilà. Le respect du combattant de base et l'économie du sang sont des considérations absentes de l'état-major soviétique à l'époque. Les objectifs russes. Donc voilà, je vous ai expliqué ici les forces russes, et maintenant on va voir les objectifs russes. Ils veulent évidemment conquérir la Pologne et y installer un gouvernement de façade sous contrôle russe. C'est très important pour la sécurité russe après la guerre. Staline trouve que c'est extrêmement important. Ça constitue une zone tampon. Les Britanniques, quant à eux, ne sont pas du tout favorables à ça. Ils ont accueilli depuis longtemps le gouvernement polonais en exil, qui n'est pas du tout reconnu par les Russes, dont ils ne veulent pas. Et les Britanniques sont là, ouais, mais c'est-à-dire que c'est eux les vrais gouvernants russes. Les vrais gouvernants polonais, pardon. Et les Russes ne veulent pas en entendre parler. Staline fait d'ailleurs subtilement comprendre que c'est un peu l'équivalent de Gaulle en France. Et à demi-mot, fait comprendre que s'il n'a pas activé le Parti communiste contre De Gaulle en France, c'est un peu contre le fait que les Alliés n'activent pas le gouvernement polonais de chez eux contre ses propres gouvernants polonais à lui. Une espèce d'échange comme ça, je te laisse tranquille en France, tu me laisses tranquille en Pologne. C'est un petit peu ce que Staline espère. Et c'est ce qu'il va parvenir à faire. Ensuite, les objectifs russes, ils veulent conquérir les terres de Prusse et de Poméranie, donc le long de la Baltique. Ils veulent conquérir Berlin avant les Occidentaux, c'est ultra important. Pour des raisons de prestige, pour des raisons de butin de guerre, notamment payer la Reichsbank, hein, c'est très concret. Pour des raisons géopolitiques, hein, c'est le Berlin a maintenant le contrôle de l'Europe de l'Est, une très forte position générale en Europe après la guerre. Pour des raisons scientifiques aussi, puisqu'ils veulent s'emparer de toutes les recherches atomiques allemandes dont certains éléments traînent dans les faubourgs de Berlin. Il faut savoir que le fait que les Russes veulent conquérir Berlin avant les Occidentaux divise le camp occidental. Les Britanniques et les Américains, j'y reviendrai, ne s'entendent pas pour beaucoup de choses sur les vues pour finir cette guerre et pour commencer symboliquement l'après-guerre, et pour les Britanniques la future guerre, parce que les Britanniques sont beaucoup plus dans le cadre d'une guerre froide arrivante, voire d'une guerre directe avec les Russes. Donc les Britanniques veulent que les troupes anglo-américaines s'emparent de Berlin avant les Russes, et ont beaucoup de boost à l'idée que les Américains comprennent qu'il faut aller vite, qu'il faut se positionner clairement pour la guerre d'après, celle contre les Russes, là où les Américains ne sont pas du tout sur cette longueur d'onde d'une façon générale. Eisenhower, qui commande les forces armées américaines, et le président Roosevelt, qui va mourir en ce début d'année, ne sont pas du tout sur cette longueur d'onde-là. Ils veulent évacuer après-guerre. Ils préfèrent que les Russes prennent Berlin, ça leur évitera des pertes. Ils n'ont pas de vraies ambitions après-guerre. Ils ne s'intéressent pas trop à ce que deviendra l'Europe dans le détail après-guerre. Ils veulent en finir à tout prix. Ils ont déjà leur objectif atteint avec quand même l'Italie, la France. Bon, ce qui se passera en Allemagne leur importe moyennement pour l'instant. Et donc voilà, les objectifs russes veulent évidemment vaincre les armées allemandes, ça paraît évident, mais les Russes veulent aussi se venger. Ils veulent se venger des crimes monstrueux que les Allemands ont commis en Russie. J'ai déjà eu l'occasion de citer la phrase ignoble d'Hitler dans les propos intimes et politiques d'Hitler, où à table un jour il s'était penché. J'ai ici les propos intimes et politiques d'Adolf Hitler, un jour je vous commenterai ça, c'est extrêmement dense, c'est en 2 tomes, là c'est que le tome 1, c'est extrêmement dense, donc je sais pas trop comment je vais faire pour vous commenter ça. Mais il y a un jour où Hitler dit les terres de l'Est sont quasiment inoccupées, il faudra les vider de leur population, les exterminer, ça sans problème. Il faudra les faire mourir de faim, les traiter comme moins que rien, s'inspirer des traitements indiens par les Américains à l'époque de la conquête là-bas de l'Ouest américain. Hitler est très admiratif de ça, il veut copier les méthodes à la brutalité qui le caractérise. Donc les Russes évidemment veulent se venger de ces crimes atroces. Je veux parler du Gauleiter Koch, ou Koch, je sais pas comment on prononce, un Allemand, Erich Koch, qui avait été mis en place en Ukraine, qui était surnommé par les populations ukrainiennes, pour vous dire, le deuxième Staline, qui est
était très fier d'être particulièrement cruel envers les populations ukrainiennes qu'il avait sous sa charge, en les faisant travailler comme des esclaves, sans aucun remords, en exécutant de masse, en laissant tous les troupes SS tuer tous les juifs, tous les Russes qui voulaient. Et c'était pas d'ailleurs le cas de toute la hiérarchie allemande. Certains Allemands étaient offusqués, outrés de ça. Et même le supérieur direct de Koch, Rosenberg, était quelqu'un qui voulait pas que ça ait lieu quand même à ce point-là. Et qui intervenait souvent en disant mais c'est trop terrible, les crimes sont trop vastes, c'est pas possible. Et Hitler balayait ça. Allez-y, Eric, faites ce que vous voulez. Eric Koch, voilà. Donc les Russes arrivent avec des envies de vengeance très sérieuses. Ils veulent également s'emparer d'un maximum de potentiel industriel et d'un potentiel humain pour les faire travailler aux travaux forcés en Russie, à la reconstruction, en particulier en Ukraine, des villes ukrainiennes détruites. Le voilà, le fameux Eric Koch dont je vous parlais précédemment, responsable de massacres ignobles en Ukraine et toujours soutenu, défendu par Adolf Hitler bien sûr, à chaque fois qu'il y avait des Allemands qui essayaient de reporter quand même les indignations de son comportement atroce. En parlant d'Hitler, je vais vous le montrer. Hitler, c'est assez important parce que, évidemment, c'est lui, hein, en cette fin d'année 45, qui se veut le grand orchestre des décisions générales. Donc, il insiste en permanence pour décider de tout le temps et en toutes circonstances. Mais là, je vous le montre pas tel qu'il était à ce moment-là. Là, c'est un Hitler plutôt qui a l'air en forme d'il y a quelques années. Et pour comparaison, je vais vous montrer le Hitler auquel nous avons affaire. Là déjà, je vous le montre. Ici, pardon, voilà. Regardez comme il est attablé. Là, il est en train de décorer Hans Ulrich Rudel. Au passage, l'un des plus grands soldats allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Pilote de Stuka, qui a lui seul, on estime, il a détruit l'équivalent d'une division ennemie. Des milliers de véhicules de toutes sortes, des centaines et des centaines de chars, j'ai plus les chiffres exacts, mais des navires, etc. Responsable, il avait coulé un croiseur tout seul en attaquant une base fortifiée de DCA. Enfin, un fou furieux complet, qui est le soldat le plus décoré de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale côté allemand. Donc là, on le voit, Hitler recevant Stanley Rudel là aux ordres devant. On le voit, il est tout adossé à la table. On voit déjà qu'il est voûté, qu'il n'a pas l'air très en forme. Et je vais vous le montrer. En train de parler avec Göring ici, regardez ça. Là on voit déjà que... Franchement on dirait une épave. Il a une tête... on voit qu'il est complètement livide, complètement... Et cette dégradation physique que tous les témoins donneront hein, à propos d'Hitler s'explique vraiment, et là c'est vraiment un point, j'en ai déjà parlé dans le début de la série sur la drogue que j'ai faite, déjà la première vidéo est sortie, je parlais que vraiment pour moi tous les aspects médicaux, les aspects liés aux consommations de drogue, de stupéfiants par les personnes importantes dans l'histoire, je trouve que c'est assez négligé par la plupart des historiens. Ici Anthony Beevor ne donne pas un mot, il y a une fois le mot benzédrine, qui est une drogue américaine d'amphétamine employée pour je ne sais qui, mais enfin, pas une seule fois, deux fois le médecin d'Hitler est évoqué, et pourtant, Dieu sait que ça a une immense importance. Pour moi, la responsabilité de la transformation d'Hitler en épave est liée à deux choses principales qui sont liées, hein. L'hygiène de vie générale. Je prépare des épisodes là-dessus, d'un Hitler qui ne mange pas correctement du tout, d'un Hitler qui a une hygiène de vie dramatique. On sait aujourd'hui à quel point l'exposition au soleil, le manque de vitamine D, influe sur l'humeur, le comportement, sur le fait de respirer de l'air nouveau. Hitler, ça fait des années qu'il vit dans un bunker tout pourri, rempli de moisissures, franchement je vous fais le portrait à la va-vite, qui mange n'importe quoi, se couche à n'importe quelle heure, ne voit pas un rayon de soleil, et constamment assailli de gens qui lui apportent des mauvaises nouvelles. Donc si vous voulez, dans ce genre de cadre, ça ne peut qu'être propice à une dégradation profonde d'un individu. Et en parallèle, le deuxième élément de cette dégradation profonde, c'est son médecin. Son médecin, le docteur Morel, dont j'ai ici les cahiers du docteur Morel. Et vous n'avez pas idée, et je ne veux pas dévoiler le suspense avant de le faire, même si ça a été fait en vidéo probablement par ailleurs, au moins un petit peu. Son médecin est
le dernier des derniers, et impose à Hitler les traitements les plus inouïs dont j'ai connaissance. C'est incroyable. Et donc évidemment, ce double aspect, une hygiène de vie déplorable, et un médecin qui lui impose une surmédication absurde et grotesque, transforme petit à petit Hitler en épave éructante. Et vous allez voir ces éructations, les formes qu'elles vont prendre. J'ai une autre image d'ici d'Hitler, parce que là on le voit de côté, en train de parler à Göring, on voit bien qu'il a une tête d'épave. Vous en voulez une autre image, regardez ça, c'est horrible. Hein. Regardez ses yeux là, toute fin. Voilà, on se demande, est-ce un être humain, enfin, des yeux... On voit bien qu'il y a un problème intérieur très très important. Donc je vais vous laisser cette terrible image pour vous parler rapidement d'Hitler avant de changer de sujet parce qu'on en a la nausée. Hitler, si vous voulez, on a quelqu'un qui a un refus permanent de la réalité et depuis bien longtemps. Il y est en cela encouragé et ou influencé par son entourage proche, en particulier Keitel. Je vous remets cette image parce que Keitel, ici, qui est à la droite d'Hitler, c'est le dernier des derniers compétents militaires de l'existence. On est dans l'hallucination. Je ne vais pas faire ici une vidéo sur Keitel. Je vous parlerai de Keitel à l'occasion de d'autres livres que je vais commenter. Hitler est associé à Keitel à toutes ses décisions. Il prend toutes les décisions avec Keitel qui est à côté de lui tout le temps, qui le conseille, etc. Et on ne sait plus qui influence qui. Et je veux dire, et qui est le plus nul que l'autre. Dans la prise de décision absurde pour la viabilité du Reich, quoi, qui sont censés quand même, on est censé quand même se soucier, si vous voulez, qu'Hitler soit un monstre, ça tout le monde a la conscience, mais qu'en plus de ça, ce soit le dernier des nuls à tous les niveaux depuis des années, on en a peut-être moins conscience, ben je vous le garantis, hein, et je vais vous le prouver à de nombreuses façons. Et Keitel, alors là, c'est peut-être encore pire de nullité. Bref. Donc Hitler, encouragé par Keitel et d'autres dans son entourage, Jodl, voilà, Göring, qui est le dernier des incompétents, et qui lorsqu'il... en fait, Göring c'est plutôt un feignant incompétent, mais c'est beaucoup plus un feignant qu'un incompétent, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, et lorsqu'il est obligé de... Voilà, bon, il intervient, et ce qu'il dit, ce qu'il fait, défie l'entendement, tellement c'est à côté de la plaque et à l'ouest des réalités. Bon voilà, Hitler est entouré d'incompétents et de gens hors réalité. Lui-même est incompétent et hors réalité, et il se croit le seul compétent de l'histoire. Ribbentrop, pour la politique étrangère par exemple, c'est le dernier des incompétents aussi, j'en parlerai à d'autres occasions. Un des rares lucides dans l'entourage à très haut niveau d'Hitler, c'est Guderian, responsable des troupes blindées. Je prépare une note lecture sur ses mémoires, Guderian, Souvenir d'un soldat, parce que c'est incroyable d'informations là aussi. Et on va se régaler de faire cette analyse de lecture. Je la ferai peut-être juste après celle-là. Je verrai comment j'organise les vidéos qui arrivent. Parce que Guderian, lui, il est lucide. C'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un qui prend la mesure de la situation de l'Allemagne année après année, et qui, dès le début des années 40, dès 1940, dès 1941, commence à comprendre que la tête de l'Allemagne est plus que compliquée, plus que mauvaise, et commence à s'opposer aux décisions prises par l'état-major général, avec Keitel, Jodl et tout, et par Hitler. Et il commence à inlassablement essayer d'expliquer ce qu'il faudrait faire. Et on a l'impression de quelqu'un de compétent qui lutte avec une énergie inimaginable pour ce que, selon lui, il faudrait faire pour que l'Allemagne triomphe. C'est son devoir de soldat, voilà, on pensera ce qu'on en voudra. Et ça n'en demeure pas moins, Guderian, quelqu'un qui autorisera des exactions en Russie. Loin de moi l'idée d'admirer par ailleurs ces personnes. Je ne fais que donner ici une analyse objective de l'histoire. En tout cas, j'essaye. Hein. C'est pas possible d'être objectif quand on parle d'histoire. Mais j'essaye d'amener voilà, des informations. Vous avez bien compris que j'ai pas de pris parti, que j'ai aucune sympathie pour un quelconque nazi. Mais voilà, j'essaie d'être juste dans ma façon de transmettre les informations que je possède. Donc voilà, à part Guderian, on se demande s'il existe des gens rationnels dans les prises de décision du Troisième Reich.
On assiste en plus de ça dans l'entourage d'Hitler à des comportements basés sur l'intérêt personnel. On a des gens autour qui ne se rendent pas compte du désastre allemand, qui n'ont jamais mis un pied proche d'un front ou dans un hôpital ou vous voyez avec des commandants d'unités concrètes qui eux combattent sur le front dans des situations de désespérance. Donc des gens qui interviennent auprès d'Hitler, vous savez, juste pour essayer de marquer des points sur un concurrent présent dans la pièce. Oh mon Führer, on pourrait peut-être faire ça. L'autre Hitler qui dit ah mais quelle bonne idée. On voit un concurrent qui fait une tête jalouse en mode oh mon dieu il a eu cette idée et pas moi, alors que tout ça se base sur une irréalité totale. Hitler bouge des unités qui n'existent plus, éructe des ordres qui n'ont pas d'intérêt, pas de sens. Une lecture, page 94, pour vous donner une idée. Hitler ne sort plus, Hitler est dans son bunker, il ne voit plus voir personne, voilà. Et donc cette petite lecture se base là-dessus. Cette quasi-invisibilité d'Hitler en cette période était due en partie à une décision personnelle de repli sur soi, et en partie au fait qu'il était devenu extrêmement difficile de dissimuler les changements dramatiques survenus dans son physique et son allure. Je vous ai dit, hein, pour moi, d'où ça vient. Des officiers qui n'avaient pas vu le Führer depuis l'attentat du 20 juillet, alors faut savoir, j'en ai pas parlé, j'en parlerai un petit peu après, qui a le 20 juillet 44, donc environ 6 mois avant, un attentat contre Hitler très célèbre qui va accélérer ces changements physiques suite aux médications que vont lui prescrire son médecin et d'autres médecins qui verra, pour moi vont accélérer sa mutation en une espèce de zombie. Il était parfois si recroquevillé, devait déclarer l'aide de camp de Guderian, le major Freytag von Loris-Wouthoven, qu'il donnait presque l'impression d'être bossu. Son regard, naguère étincelant, était devenu terne et sa peau avait pris une teinte grisâtre. Il traînait la jambe et sa poignée de main était molle. Il soutenait souvent sa main gauche de la droite afin de dissimuler son tremblement. Bien que n'ayant pas encore atteint son 56e anniversaire, il avait l'air d'un vieillard. Bon. J'ai déjà parlé de notre livre, L'extase totale de Norman Ohler, qui a lui aussi analysé les carnets du médecin Morel et le mode de vie d'Hitler, et qui pour lui aussi, ça a des conséquences dramatiques sur sa vie. J'ai commencé une série sur la drogue, je vous l'ai déjà dit, avec laquelle j'utilise ce livre. Bref, la situation générale des Allemands. Je vais sortir cette photo horrible. Voilà, je vous ai montré Hitler et le haut commandement allemand. Maintenant, la situation générale. Elle est chaotique à tous les niveaux. Que ce soit d'un point de vue militaire, industriel ou civil, le Reich est isolé et bombardé en permanence, je vous l'ai déjà dit. Suite à l'attentat d'Hitler, Hitler s'est mis à avoir des suspicions partout dans l'armée. Donc il y a des grandes enquêtes en cours. Il passe son énergie et son temps, alors que le pays est en plein désastre, à enquêter, à arrêter, à interroger, à se demander si un tel avait connaissance du complot ou pas, est-ce qu'on avait parlé à machin ou pas. Donc il mute en permanence des gens, il supprime des commandements pour pouvoir enquêter sur les officiers. Tout ça ne fait qu'ajouter au chaos ambiant. Les services de police SS tournent à plein régime, cherchant les déserteurs, les civils, qui fuient en plus de ça les combats à l'ouest. Ils n'ont pas le droit, les civils, de fuir, ils sont censés travailler et défendre la patrie. Donc, donc des arrestations, des tortures, des exécutions. Même pour les soldats qui se replient tout simplement, ou qui essaient de déserter pour sauver leur vie, dans ce chaos général. Pendant ce temps, et en dépit des réalités également, une lutte sournoise dans l'appareil nazi a lieu, entre principalement Himmler d'un côté et Bormann de l'autre. Je vous ai pas mis les photos d'Himmler et Bormann, deux personnes totalement en réalité qui essaient de se disputer la succession d'Hitler comme si c'était ça la chose la plus importante et que ça allait leur mener, finalement ça allait les mener quelque part dans cette période. Bon, maintenant les Russes attaquent le 12 janvier. Les Russes déclenchent une série d'offensives, une attaque géante. Là je vous mets ici une carte qui va vous montrer, si elle veut bien s'afficher. Merci, hop là, je vous réduis ça. Une carte qui nous montre les deux offensives allemandes, les deux offensives russes, pardon, qui vont se succéder. Tout d'abord, à partir du 12 janvier, je vous l'ai dit, la partie orange de la carte, en fait, c'est l'avance russe liée à ces grandes attaques. Donc vous voyez que les Russes se rapprochent énormément de Berlin. Lors de ces attaques-là, ils vont encercler des forces. Il y a déjà des forces en Courlande, je vous l'ai déjà dit, mais ils vont encercler, voilà, la Courlande qui est là. Ils vont encercler également des forces vers Königsberg, Danzig. Également, la ville de Breslau ici va être encerclée. Elle va tenir énormément de temps, plus longtemps même que Berlin à la fin de la guerre. Donc malgré les quelques encerclements qu'il y a là, les Russes progressent, avancent. Les forces allemandes sont
balayés hein, devant les forces russes. Alors, les Russes totalisent 2 200 000 hommes, 38 460 chars et canons, 4 700 avions qui participent à ces offensives. Les Allemands en face, on estime qu'ils peuvent aligner 500 000 hommes en état de combattre, 800 chars, on est compte. Ils en ont des dizaines de milliers. 800 chars. Hein. Et, 3000 canons. 400 avions. En gros, il y a une disparité d'1 pour 4 en ce qui concerne les hommes, si on est gentil avec les Allemands, et d'1 pour 45 en ce qui concerne le matériel. Les objectifs militaires russes sont nombreux. Ils veulent évidemment conquérir les terres polonaises, les terres longues de la mer Baltique, en Prusse et en Poméranie, se mettre en position d'attaquer Berlin. Je vous ai déjà parlé des objectifs russes précédemment. Les conséquences des attaques, c'est que les Allemands s'effondrent de partout, ils ont des grandes quantités de pertes, des forces sont encerclées un peu partout. Les territoires polonais et prussiens sont petit à petit envahis. Les dernières usines en bon état de fonctionnement allemand, vous savez que les bombardements anglo-américains sont tels que les usines les plus préservées sont celles les plus loin hein, des bases anglo-américaines. Donc là, les Russes s'en emparent, donc c'est terminé, le Reich n'a plus de production industrielle, ou quasiment plus. Hitler hurle. Explique que c'est lié à la trahison des généraux, que tout ça a lieu. Il cherche des boucs émissaires en permanence, donc il mute en permanence les officiers, il les remplace. Il ordonne que les villes soient défendues, ce qu'il appelle les villes-forteresses. Stratégie désastreuse, puisqu'en fait ce sont des forces épuisées, sans éléments de préparation, sans aucune fortification concrète et pratique, à qui on demande de rester sur place et de mourir face à des bombardements russes finalement. Voilà, il n'y a aucune préparation de tout ça. Hitler il insiste donc pour que les soldats défendent des endroits complètement stupides où il n'y a aucun moyen de défendre, et il ne cesse que de demander des contre-attaques alors qu'il n'y a aucun matériel pour ça, aucune préparation, aucune volonté, aucune forme, aucun ravitaillement pour ça. À ce propos, une lecture, page 155 ici, je vais vous lire un extrait comme ça de... Le 12 mars. Alors voilà, cette lecture, elle constitue pour moi un ovni parmi l'ambiance au quartier général. Je vous ai dit, Hitler hurle en permanence, il ordonne des choses absurdes. Dès que des gens veulent s'opposer à ce qu'il dit, c'est des disputes impossibles. Ils en viendront presque aux mains avec Guderian, c'est des choses pathétiques en présence de dizaines de membres d'état-major. Enfin, on a des choses qui sont affreuses. Et parmi tout ça, on a cette espèce d'événement qui se passe. Donc le 12 mars, le général von Socken, peu importe qui c'est, fut convoqué à la chancellerie du Reich pour recevoir ses instructions. Donc un nouveau mec, muté je ne sais pas où. Ancien cavalier, mince et élégant, arborant un monocle en même temps que sa croix de chevalier avec épée et feuille de chêne, donc quelqu'un de très décoré. Socken était un ultra-conservateur qui affichait ouvertement son mépris pour la bande des nazis. Quelqu'un qui déteste les nazis. Lorsqu'il se présente à la chancellerie, Hitler demande à Guderian, je parlais Guderian, seul lucide à cette époque, à haut niveau, de le mettre au courant de la mutation dans le secteur de Danzig. Donc lorsque ce fut fait, le Führer dit à Socken qu'il recevrait ses ordres directement de notre mec, un gauletteur sur place, qui s'appelle Albert Foster. Et là, on assiste à quelque chose d'hallucinant. Vous savez que d'habitude tous les mecs font des courbettes, tout le monde craigne pour sa vie, hein, en présence d'Hitler, qui hurle en permanence. Le général von Socken, hein, qui déjà est connu parce qu'il n'aime pas les nazis, on se demande comment il est toujours là, il regarde Hitler et lui dit « Je n'ai aucune intention de me placer sous les ordres d'un gauletteur ». Donc il y a deux hallucinations là-dedans. La première, c'est qu'il ne dit pas à mon Führer, ce qui est déjà une forme presque, on est condamné à mort, vous voyez, à l'époque. Et en plus de ça, c'est Hitler en face qui n'a pas du tout l'intention de lui obéir. Donc... Socken ne s'était pas contenté de contredire tranquillement Hitler, il avait en même temps omis d'ajouter Mein Führer en s'adressant à lui. Même Guderian, qui en avait eu plus que sa part de conflit en Hitler, en restant pantois. Mais ceux qui assistèrent à la scène furent encore plus surpris de la réaction d'Hitler. Et là, c'est Hitler, il le regarde et il lui dit « Très bien, Socken. Assurez-vous vous-même le commandement. » Et c'est tout. C'est pour moi hautement symptomatique parce que j'ai l'impression qu'Hitler, vous savez, il est un petit peu en mode robot et dès que quelqu'un arrive, mon Führer, je sais pas quoi, vous savez, on est ce que l'on dit et ce qu'on nous dit nous fait devenir ce que l'on est.
À force, Führer c'est le guide en allemand. Donc à force que des gens lui répètent en permanence, mon guide, est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça, ben, il se sent obligé de dire ben, tu fais ça ou tu fais pas ça, et derrière, ben, s'il dit ah oui, ah mais non, ben, c'était con, ou ah, il passe pour un idiot. Donc derrière il insiste, il hurle, si, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Et là finalement, comme si l'absence de cette petite clé psychologique de mon guide avait pas déclenché l'habitude comportementale associée. Et donc finalement, on ne dit pas à mon guide, l'autre dit ah bon, mais fais ce que tu veux. Bon, voilà, c'est un petit commentaire personnel, vous en ferez ce que vous voulez. En attendant, on va continuer. On va continuer cette histoire avec le sort des prisonniers russes libérés par l'armée rouge. Ça aussi, les Russes sont extrêmement impitoyables, le commandement russe envers leurs propres soldats, je vous l'ai dit. Alors ne parlons pas des soldats libérés. Vous savez, c'est les soldats russes qui avaient été faits prisonniers des années avant, des mois avant, qui étaient encore vivants en Allemagne à cette époque. On se demande comment, des pauvres types mal nourris qui travaillent en permanence, et qui là sont libérés par leurs copains russes, quoi. Ben en fait... ils vont être réemprisonnés par les Russes pour traîtrise, trahison envers la mère patrie. Pour Staline, ils auraient dû mourir sur place plutôt que se faire prisonniers. Donc ils sont utilisés comme de la main-d'œuvre. Quand ils sont employés par les forces armées, ils sont très étroitement surveillés par les forces du NKVD, la police russe, en première ligne, en leur faisant prendre tous les risques, et de toute façon réemprisonnés après. Ils seront envoyés comme ouvriers, main-d'œuvre au goulag, hein, en mode esclave. Donc voilà. Finalement, ces vastes offensives russes, les Allemands arrivent à reconstituer une espèce de ligne de défense sur l'Oder. En attendant la dernière attaque allemande, je vous remets ici cette carte vite fait, bon elle s'ouvre mal, c'est pas grave, pour que vous voyez Berlin qui est vraiment pas du tout très loin de cette ligne, sur la petite rivière là, l'Oder. Donc les Allemands ils reconstituent très péniblement une ligne à cet endroit, ayant perdu une vaste zone, et les Russes temporairement ne vont pas continuer leur avance vers Berlin parce qu'ils essayent de finir les poches au nord, vers Danzig, Königsberg, les toutes poches là-haut en Courlande, en actuelle Lettonie. Et aussi au sud, il y a des forces qui résistent, puisque Hitler a une grande lubie, c'est d'essayer de tout faire pour reprendre Budapest. Où Hitler envoie les forces les plus capables de l'Allemagne. Il veut absolument reprendre Budapest. Pour lui c'est d'une importance extrême, alors même qu'on voit la situation de Berlin et des environs de l'Allemagne. Donc en plus de ça, Budapest c'est loin, c'est très dangereux. Les forces elles n'ont pas le temps de se reconstituer, les Russes en encerclent plein, il leur donne des contre-attaques stériles qui aboutissent à des désastres. Et il insiste encore, il faut reprendre Budapest en hurlant qu'on envoie tous les renforts disponibles à Budapest. Bon bref, donc cette lubie spéciale d'Hitler pour Budapest, motivée semble-t-il parce que de la région là-bas venaient quelques éléments dont les usines avaient besoin pour construire du carburant synthétique, ce qui en soi peut-être pas une mauvaise raison, mais enfin vu la situation militaire, les urgences malheureusement n'en sont plus là. Maintenant que je vous ai montré les attaques russes, voilà, avec leurs objectifs et leurs conséquences, on va parler du sort des civils allemands. Les civils allemands, si vous voulez, ils sont pris entre d'une part Staline et d'autre part Hitler. Et c'est peut-être le triste sort des populations les plus malheureuses de l'histoire. Je ne sais pas, pris entre ces deux monstres, je ne sais pas qu'est-ce qui est pire. Face à Staline, hein. Donc en fait, en gros, à partir du moment où l'offensive se déclenche et où les Russes gagnent les premières lignes allemandes, les civils fuient. Et très rapidement, en l'espace d'un mois, on se retrouve avec 8,5 millions de civils allemands qui fuient l'attaque russe dans la panique la plus complète. Je ne sais pas si vous imaginez 8,5 millions de personnes, c'est un désastre incroyable. D'après Antony Beevor, dans ce livre, c'est la plus grande migration et panique de l'histoire humaine. Une partie d'entre eux vont essayer de se fuir à travers la mer Baltique. Certains donc en prenant la mer par des bateaux. C'est ainsi qu'il y a les plus grands désastres maritimes de l'histoire connus, dont celui du Wilhelm Gürzdorf, qui n'est que la pointe de désastres en très grand nombre. Je vous mets ici le bateau, le Wilhelm Gürzdorf, le pire désastre maritime de l'histoire, qui va couler, torpillé par un sous-marin russe avec environ 8000 personnes à son bord. Énormément de blessés, énormément de réfugiés civils. Le bateau était plein à craquer, de gens entassés n'importe où. Et donc, bon, ben, pour vous donner une idée, c'est un désastre entre 5 et 6 fois supérieur au Titanic. Selon si on compte la fourchette basse, 7000 hommes, ou la fourchette haute, 9000 morts. Voilà. Le Wilhelm Gürzdorf, parmi
le plus grand désastre parmi beaucoup d'autres, de cette fuite terrifiante de civils. On estime qu'à la mi-mars, 2 mois après, 11 millions de civils fuient, dans des conditions extrêmes. Il faut dire que ces civils ont des raisons hein, de fuir, parce que l'armée rouge a des raisons de vouloir se venger. Je vous ai déjà expliqué bien sûr les crimes allemands ignobles en Russie. Donc en gros, les hommes pris par les Allemands civils, pris par les Russes, les civils allemands vont être envoyés aux travaux forcés en Ukraine principalement pour reconstruire l'Ukraine désastrée, et les femmes vont être violées. Dans des conditions épouvantables, souvent par des viols de masse, souvent même sous la pression des officiers russes, pas tant besoin malheureusement, pour forcer les hommes à ça, c'est tragique, mais en tout cas voilà, il y a une espèce d'esprit de vengeur qui est entretenu par les autorités russes envers leurs soldats. C'est quasiment de l'antipatriotisme que de ne pas violer les femmes capturées, vous voyez. On est dans la sympathie envers l'ennemi, enfin, les hommes craignent pour leur vie s'ils font pas preuve de cruauté. Voilà, l'auteur va beaucoup insister hein, sur la haine de l'allemand entretenue consciemment par le pouvoir russe. C'est ce qui va faire notamment que ce livre va avoir une grande polémique au moment de sa sortie, puisqu'en Russie surtout, quoi, les Russes vont être là, mais qu'est-ce que c'est que ça? À l'époque, c'était pas encore quelque chose d'autant mis en avant, et les archives russes dont l'auteur a eu accès, d'après lui, montrent l'ampleur des désastres subis par les populations allemandes, les crimes horribles et les viols répétés, voilà, de masse. Donc ça, c'était face à Staline, mais face à Hitler aussi, ces pauvres civils ont des choses à craindre. Passant tantôt d'ordre de défendre le Reich à tout prix à des ordres d'évacuation sans y donner aucun moyen ni organisation pour les permettre, la population est livrée à elle-même, avec de véritables catastrophes. Donc on est très localement dans des gens qui essaient de faire ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Des officiers de bonne volonté essaient d'aider des pauvres gens à fuir comme ils le peuvent. D'autres fanatisés tuent des gens parce que soi-disant ils fuient sans défendre la patrie. On a de tout selon où on se trouve. Voilà l'ignoble catastrophe de la population civile allemande. Il semble même qu'Hitler ait une volonté de détruire le peuple allemand tout entier dans sa chute. Ça ressort à plusieurs niveaux et l'auteur en parle, je vous ai préparé une petite lecture là, page 191-189, très rapide. Donc Albert Speer, vous savez, qui était ministre de l'armement, qui essaie de tout faire pour expliquer qu'il ne faut pas enlever les moyens aux civils de survivre dans ce désastre. Hitler, lui, au contraire, pense tout autrement. Écoutez ça. Speer avait tenté, le matin même, peu importe le jour, de persuader le Führer de ne pas faire sauter les ponts sans nécessité absolue, car leur destruction éliminerait tout espoir, toute possibilité de survie ultérieure du peuple allemand. Et la réaction d'Hitler avait montré son mépris du genre humain. Écoutez ça, hein. Cette fois, déclarait-il, vous allez recevoir une réponse écrite à votre mémorandum. Si la guerre est perdue, le peuple lui aussi sera perdu. Et il n'est pas nécessaire de se préoccuper de ses moyens de survie élémentaires. Au contraire, il est mieux pour nous de les détruire. Car la nation s'est montrée faible, et l'avenir appartient entièrement au vigoureux peuple de l'Est. Il n'en restera en tout cas, après la bataille, que les incapables, car les bons seront morts. On se demande s'il n'a pas finalement à la fin plus de sympathie pour les Russes que pour les Allemands. Écoutez ça. L'attitude d'Hitler et son mépris de toute logique militaire réduisaient tous les officiers, tout le haut commandement, tout le monde au désespoir. Ils avaient découvert le côté diaboliquement négatif du charisme du dictateur. Et si, dans le cas de celui-ci, on ne pouvait pas vraiment parler de maladie mentale, le dérèglement psychologique était devenu certain. Hitler s'était si complètement identifié au peuple allemand qu'il était convaincu que quiconque s'opposait à lui s'opposait en fait au peuple allemand, tout entier, et que, si lui-même devait mourir, le peuple allemand ne pourrait lui survivre. Et donc, on pense que voilà, il met plus ou moins consciemment tout en œuvre pour que le peuple allemand meure avec lui. Il ordonne donc de détruire tous les moyens de transport et de communication restant encore en Allemagne. Tous les ponts, tous les monuments utiles à la vie, toutes les centrales électriques, tous les réseaux d'acheminement de quoi que ce soit. Il veut que tout soit détruit. Il semble également prendre du plaisir à écouter les rapports des pertes spécifiquement allemandes. Ça, l'auteur en parle aussi. Page 304-305, un petit extrait, c'est quand même lourd. Hein. La rage qu'il manifestait était plus violente que lors de ses pires altercations avec Guderian. Il finit par s'effondrer dans un fauteuil, épuisé et les larmes aux yeux. Il déclara ouvertement pour la première fois que la guerre était perdue. Le débat sur la santé mentale d'Hitler n'est pas près d'être clos. Mais le colonel de Mézières, qui se trouvait présent lors de cette soirée du dimanche 22 avril, peu importe, et qui avait observé de très près le Führer lors de nombreuses conférences stratégiques, était convaincu que sa maladie mentale consistait en une auto-identification hypertrophiée avec le peuple allemand.
ce qui pourrait expliquer pourquoi il estimait que la population de Berlin devait l'accompagner dans son suicide. Mais il semblait aussi tirer un plaisir constant des pertes relevées au combat, aussi bien chez ses propres hommes que chez l'ennemi. Écoutez ce qu'il dit. Les pertes ne pourront jamais être trop élevées. C'était exclamé en 1942, ça fait un moment déjà, lorsque le maréchal von Reichenau l'avait informé de celle de la SS Leibstandarte Adolf Hitler, censée être sa division d'honneur. Et voilà ce qu'il avait dit à propos des pertes allemandes. Elles sèment les germes de la gloire future. Que bon, on pense quand même que voilà, hein, le mec il est en mode les Allemands doivent mourir avec moi, et plus il y a de morts, plus c'est cool quoi. Voilà. Le taré dans lequel, face auquel les civils sont les deux tarés, hein, puisque Staline et Hitler sont deux monstres auxquels les civils allemands ont à faire face dans cette période tragique. Donc, un peu de politique maintenant. Une petite partie avant de voir la fin de ce livre tragique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai déjà dit un tout petit peu, mais les Alliés ne sont pas du tout d'accord entre eux sur la suite à donner aux affaires. Roosevelt et Eisenhower ne pensent pas du tout à l'après-guerre, mais pensent évidemment à la guerre. Donc les Américains ils sont concentrés sur la guerre, à avoir le moins de pertes possible, à avoir le moins de dépenses possible, à gagner le plus rapidement possible, et à régler ce conflit le plus en accord possible avec les Russes. Ça, voilà. Alors que les Anglais, eux, à commencer par Churchill, ils veulent, eux, anticiper la guerre froide. Ils veulent que les Anglo-Américains se positionnent le mieux possible en Europe et y restent. Ils veulent doubler les Russes pour la prise de Berlin. Et les Britanniques méprisent l'opinion américaine, qu'ils jugent absurde, sans comprendre les enjeux futurs, en retard d'une guerre. Et donc ils se disputent à ce propos. Pour eux, il faut prendre Berlin avant les Russes, bien sûr. Il faut y aller à fond. Ces différences de point de vue et leurs conséquences sur le début de la guerre froide sont analysées dans un livre que j'ai ici, qui est un livre tout à fait exceptionnel, qui s'appelle Le secret de Churchill, vers la Troisième Guerre mondiale. Un livre passionnant, dans lequel l'auteur livre des analyses que j'avais jamais lues par ailleurs, qui me paraissent, pour certaines d'entre elles, parfaitement lucides. Sur le début du XXe siècle, vous savez qu'après avoir parlé de la Deuxième Guerre mondiale, dans mon envie de parler du XXe siècle, je parlerai de début de la guerre froide et des développements de ce qu'il faut bien appeler l'Empire américain. Je pense que cet auteur-là tient vraiment des analyses clés là-dessus. E.N. Zelepi. Bref, ensuite, on a Staline, qui a parfaitement conscience de cet état de fait, qui a confiance aux Américains et qui se méfie des Anglais. Enfin, Staline se méfie aussi des Américains, mais je veux dire que pour le coup, pour la résolution du conflit, il a l'impression que les Américains jouent franc jeu là où les Britanniques essaient de le doubler. Il a raison. Et donc, il a surtout peur d'être doublé sur sa prise de Berlin. Et donc, il va duper les Anglo-Américains en envoyant des attachés, puis quand ils ont des rapports, etc., mentir, en disant que, en gros, désormais, les forces allemandes étant surtout concentrées au sud, bien sûr, de Berlin, tout ce qui était la Hongrie, tout ce qui était le sud de l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche aujourd'hui, il dit après tout, c'est plutôt ça qui est prioritaire. C'est là où les forces allemandes sont les plus puissantes, parce que je vous ai dit qu'Hitler n'arrêtait pas d'envoyer des forces en Hongrie pour essayer de reprendre Budapest. Donc, il n'a pas de mal à leur faire penser que le centre névralgique de leur attaque est plutôt vers le sud de Berlin. Berlin devient un enjeu secondaire, qui a son importance, mais voilà. Que c'est surtout casser les forces allemandes vers le sud, voilà. Et les Américains disent, ouais, bah, après tout, bien sûr, il a raison, on va les rejoindre vers le sud, nous aussi, et comme ça, on va essayer d'attaquer les forces vers le sud aussi. Et évidemment, c'est ce qu'espère Staline pour pouvoir prendre à tout prix Berlin au plus vite, avant que les Américains s'y jettent, puisqu'il y a quelques semaines de flottement où les deux fronts sont en possibilité d'attaquer Berlin. Et les Anglais jurent aux Américains que ce sont des idiots. Et que Staline a évidemment l'intention de prendre Berlin, qu'ils se dupent de leurs intentions, et qu'il faut à tout prix le faire. Mais les Américains se disent après tout, peu importe, nous on veut pas forcément prendre Berlin, trop de risques, trop de pertes, trop d'ennuis, on veut pas se disputer avec les Russes, donc voilà. Un petit peu le jeu politique entre alliés à cette époque. La fin de ce règlement, la dernière offensive russe. Je vous remets ici la carte une dernière fois, pour vous montrer... c'est tout ce qui est en vert, et surtout les flèches au nord, l'attaque vers Berlin. C'est ça le cœur
Le reste, c'est des manœuvres secondaires données prioritaires aux Anglo-Américains, mais en fait pas du tout. C'est vraiment Berlin qui est encerclé, attaqué de toutes parts, d'abord par Koniev au sud, par Zhukov en face, et par la suite par Rokossovski au nord, après avoir fini à terminer les forces russes au nord, là va encercler la ville au nord également. Donc c'est très important pour les Russes d'encercler la ville pour être sûr de la prendre. Et donc, on arrive là à l'épilogue de cette Deuxième Guerre mondiale tragique. Un mot sur l'avant-Berlin. 3 jours avant l'offensive russe qui va mener à la perte, un signe du destin apparaît selon Hitler. Roosevelt, le président américain, meurt. Et alors là, Hitler, qui était désastré, qui était quand même de temps en temps émanant de lucidité en disant oui c'est perdu, bon j'ai conscience que c'est quand même pas très bien barré cette affaire, dans des quelques rares moments de lucidité entre deux irritations d'ordre de tenir sur place ou de contre-attaquer à tout prix, ou de remplacer tel officier ou d'en exécuter tel autre, ou de virer je sais pas qui, il voit ça comme un signe du destin. Il fait le parallèle avec Frédéric II, vous savez, qui était engagé dans une guerre contre les Russes. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire allemande ici, mais en tout cas, Hitler admirait beaucoup Frédéric II, qui à son époque était engagé dans une guerre contre les Russes, et la mort de la tsarine Elisabeth avait tout changé, puisque les Russes, du coup, avaient basculé d'alliance, lié au fait que la tsarine était morte. Donc Hitler se dit, mais génial, les Américains vont peut-être se retirer de la guerre, c'est formidable, peut-être que c'est le début du redressement. La réalité, c'est que peu importe les affaires américaines, la réalité c'est qu'une puissance russe dévastatrice de 2 500 000 hommes, 41 600 canons, 6 250 chars et des milliers d'avions, peut-être 8 000, se dirige vers Berlin. Et face à ça, Berlin est à genoux et très très mal préparé. Je vous ai dit que Hitler a envoyé des forces ailleurs, surtout en Hongrie, etc. Berlin est absolument pas préparé. Les débuts de l'offensive. Le premier jour, le 16 avril, ils sont à quelques kilomètres de Berlin, je crois 60 km au début, sur l'Oder, là, puis rapidement ils vont atteindre les faubourgs de Berlin. Le premier jour de l'offensive, rendez-vous compte, les Russes tirent 1 236 000 obus sur les premières lignes de défense allemandes, à quelques kilomètres à peine de Berlin. Là, je vais vous lire les pages 248 et 249 pour vous rendre compte d'une chose épouvantable, incroyable, impensable. De toute la guerre, aucun bombardement n'avait été aussi intense. Un orage terrible secouait toute chose alentour, écrivit un commandant de la batterie de la 3e armée de choc. On aurait pu penser que nous, au moins, artilleurs, ne pouvions être effrayés par une telle symphonie. Mais cette fois, j'avais envie de me boucher les oreilles. J'avais l'impression que mes tympans allaient éclater. Entre parenthèses, c'est ce qui est d'ailleurs arrivé à de nombreux artilleurs russes. Tellement les bruits d'artillerie et des concentrations d'artillerie étaient importants, les artilleurs russes avaient des tympans qui éclataient. Les servants des pièces, d'ailleurs, devaient penser à garder constamment la bouche ouverte pour éviter cet accident. Et même en le faisant, des fois ça arrivait. Lorsque les premières détonations retentirent, partout les estomacs se contractaient et les bouches devenaient sèches. Décrivant ensuite leur épreuve, ceux des soldats bloqués dans les zones bombardées ayant survécu au déluge de fer et de feu parlaient tous d'un enfer ou d'un cataclysme. Beaucoup étaient devenus sourds. Donc là, c'est les soldats qui sont bombardés. En quelques secondes, devait raconter Greg Wagner, du 27e régiment de parachutistes, les 10 camarades qui se trouvaient dans ma tranchée étaient tous morts. Lorsque lui-même avait repris conscience, blessé, il avait réussi de justesse à se traîner jusqu'à la 2e ligne de défense. Dans les tranchées, peu s'en étaient tirés vivants. Un demi-siècle plus tard, à cet endroit, on retrouve encore des cadavres. Sentant la terre trembler, ceux qui se trouvaient plus à l'arrière s'étaient précipités sur leurs jumelles ou sur les périscopes de tranchées. Le commandant du bataillon 502 de blindés lourds SS, qui contemplait la scène par l'épiscole de son char Tigre, devait déclarer « À perte de vue, le ciel entier semblait en flammes. » Un autre observateur constatait « Du plus loin qu'on puisse voir, ce n'était que maisons et villages en feu, avec des nappes de fumée. Les survivants du bombardement n'étaient pas seulement désorientés, ils étaient souvent brisés, émotionnellement et psychologiquement. » Donc un déluge prodigieux s'abat sur les troupes allemandes, qui fuient dans les pires conditions, vous pouvez l'imaginer. Les lignes de défense qui existent le long de cette petite frontière reconstituée, à certains endroits, tiennent étonnamment. Notamment sur les hauteurs de silos, je vais vous dire ça, les hauteurs de silos, les Allemands avaient concentré des batteries, etc. Les Russes auront d'énormes pertes pour prendre ces collines.
Ça paraît incroyable, hein, vu la masse de matériel russe. Globalement, et ça s'effondre de partout chez les Allemands. Épisodiquement, par endroits, il y a quelques exploits militaires. Celui de l'adjudant Gernet, ça paraît incroyable. Donc un mec à bord d'un petit chasseur de chars allemand arrive tout seul avec son petit véhicule à détruire 44 chars russes en 2 jours. Donc il sera décoré, voilà, super exploit. Enfin bon, c'est pas l'exploit d'un qui compense la destruction de pratiquement tous, quoi. Les Russes, bon, tant bien que mal, prennent les positions de Silo. Le 20 avril, 4 jours plus tard, c'est l'anniversaire d'Hitler. Les Russes intensifient le bombardement de Berlin pour fêter la chose. Les Américains intensifient le bombardement aérien de la ville également. Il y a des festivités dans le bunker, des choses complètement hors monde. L'ambiance fin de bunker prend tout son sens. Et si je peux me permettre ce trait d'humour ignoble, vu la situation, le lendemain, les premières forces russes atteignent la capitale. Les Russes voulaient tout faire pour entrer à Berlin le jour de l'anniversaire d'Hitler. Ben en vrai ce sera que le lendemain. Les différences... alors là j'aimerais vous dire ça, voilà, c'est que dans ce chaos complet, les soldats et officiers allemands qui commandent les troupes un peu partout vont avoir différentes attitudes. D'abord, il y a ceux qui veulent obéir à tout prix. Alors là c'est l'horreur. Envers les civils dont ils sont responsables, les zones dont ils sont responsables, puisque ben, les civils qui défendent pas, c'est ou des traîtres, ou alors s'ils les évacuent, c'est démerdez-vous. Voilà. On a un exemple avec le général Schorner, qui avait une devise tout à fait particulière, dont il était très fier, qui était la force par la peur. Et quand il disait la force par la peur, il ne parlait pas des ennemis, lui, il parlait de ses propres soldats. Donc le général Schorner, qui inspirait la terreur chez ses propres hommes en étant particulièrement fier de ça, voilà, lui c'est pas un tendre. Himmler évidemment et les SS qui passent leur temps à traquer les fuyards au lieu de se battre d'ailleurs. Peut-être qu'ils avaient mieux à faire. Et ordonne à tous les Allemands de défendre la patrie en s'arrêtant où ils sont et en défendre avec ce qu'ils ont. Hitler ordonne de tenir et de contre-attaquer en permanence, je vous l'ai déjà dit 10 fois. Voilà, bon ça c'est les officiers qui veulent tenir, on obéit à Hitler en avant, des fous furieux. En deux, on a ceux qui veulent défendre à tout prix l'Allemagne, mais pour protéger les civils. Ils se disent, bon, on n'en a plus rien à foutre des ordres ou je sais pas quoi, nous on essaie de défendre pour sauver des civils, quoi. Ça c'est une opinion partagée par de nombreux soldats qui ne se battent plus pour gagner, qui n'y croient plus, qui ne se battent plus pour Hitler, ils ont compris que c'était n'importe quoi depuis longtemps, ils ne faisaient que subir des choses idiotes. Ils sont surtout là pour défendre les civils, quoi. J'ai préparé une lecture, page 222 là-dessus, d'un soldat qui a cet état d'esprit, vous allez voir. Un fait divers terrible. Un Berlinois de 16 ans, nommé Dieter Bokowski, décrivait ce dont il avait été témoin dans un wagon bondé du S-Bahn. Donc là, en gros, ils sont dans un wagon abandonné, avec des civils entassés là. La terreur se lisait sur les visages des gens. Tous étaient pleins de colère et de désespoir. Je n'avais encore jamais entendu tant de jurons et d'imprécations. Soudain, quelqu'un cria, dominant le bruit. « Silence !» Nous vîmes un petit soldat à l'uniforme sale, portant 2 croix de fer et la médaille d'or d'Allemagne. Sur sa manche, il avait un insigne avec 4 chars en métal, ce qui indiquait qu'il avait personnellement détruit 4 blindés ennemis en combat rapproché. « J'ai quelque chose à vous dire, clama-t-il, et tout le wagon devint silencieux. Même si vous ne voulez pas m'écouter, arrêtez de gémir. Nous devons gagner cette guerre. Nous ne devons pas perdre courage. Si d'autres gagnent la guerre et nous font simplement une fraction de ce que nous avons fait dans les territoires occupés, il ne restera plus un seul Allemand dans quelques semaines. » On n'aurait pas entendu de mouches voler dans le wagon. Ce soldat rappelle la dure réalité, ces civils terrifiés, réfugiés là, sans doute parce que leurs habitations sont détruites et qu'ils essaient de se protéger du froid comme ils peuvent. Et on a là l'exemple d'un Allemand tout seul, peut-être que toute son unité est morte, il est peut-être tout seul, voilà. Et le gars, il est là, ben non, ben il faut toujours se battre, parce que si les Russes nous font ce qu'on leur a fait, c'est la fin. Il y a là l'aveu des crimes tragiques, dont les Allemands avaient bien conscience, que l'armée, tout comme les SS, avaient commis en Russie. Et il y a là la conscience lucide de quelqu'un qui se dit, ben les Allemands, si les autres font pareil, peut-être qu'on est un peuple en voie de disparition. Donc c'est très sérieux cette affaire. En 3, on a une attitude de ceux qui veulent absolument fuir à l'ouest pour être faits prisonniers par les Américains. Donc là, ils pensent à sauver leur vie.
ils pensent à essayer de briser les encerclements russes dont ils sont victimes pour à tout prix être faits prisonniers par les Américains. Ça, c'est des armées russes, notamment des armées qui étaient prisonnières au sud de Berlin, dans une grande forêt, où avaient trouvé refuge des quantités innombrables de civils ne sachant où aller, et des quantités innombrables de soldats allemands essayant d'échapper aux attaques aériennes russes, dans des morceaux de divisions et d'armées éclatés dans tous sens. Donc on avait là une concentration massive d'Allemands qui s'étaient réorganisés, et qui s'étaient dit, bah les gars, en fait, on est encerclés, puisque les Russes avaient dépassé leur position pour encercler Berlin, et eux sont plutôt au sud-est de Berlin, et donc ils se sont dit, ben on y va les gars, on essaie de traverser les lignes russes pour se faire prisonnier par les Américains, et en même temps on draine avec nous un maximum de civils pour leur épargner la capture envers les Russes. Autant vous dire que cette route du désespoir sera entachée de désastres. Certains éléments arriveront à passer, ça paraît incroyable. Les lignes russes et à se faire prisonnier des Américains au prix de pertes inouïes et voilà, d'horreur. Et ensuite en 4, l'attitude de ceux qui veulent que la guerre cesse au plus vite pour qu'il y ait le moins de morts possible. Donc ceux-là, ils ont une autre attitude qui consiste à tout faire pour ne plus défendre l'Allemagne. Ils se disent que les Russes envahissent tous au plus vite. Ça arrêtera les pertes liées au bombardement, ça arrêtera les pertes liées aux malnutritions, aux problèmes de vie concrète des gens. Donc là, il y a notamment des commandants de divisions, d'armées, etc. qui vont refuser de défendre Berlin de façon tout à fait consciente. Speer, le ministre de l'armement et de la production de guerre du Reich, est plutôt dans cette dynamique-là. Il se dit que les Russes prennent tout au plus vite, comme ça la guerre finit. Le général Heinrici également, qui commande des troupes allemandes au nord de Berlin, avec une grande armée. Les Allemands pensaient qu'il allait venir les aider. Une grande armée, entendons-nous pour le moment, hein, c'est pas voilà. Mais en tout cas, bon, les Berlinois pensaient qu'il allait venir les aider et tout, et ainsi il dit non, on n'y va pas, on laisse la ville tomber au plus vite. Plus vite Hitler meurt, plus vite tout ça, ça s'arrête. Voilà. Donc voilà, avant Berlin, je viens de vous dire avant Berlin, et maintenant je vais vous dire Berlin. Côté allemand, la défense de Berlin est extrêmement mal préparée. C'est incroyable quand on y pense que la capitale du Reich, comme ça attaquée par l'armée soviétique, soit à ce point négligée par le haut commandement allemand. Il y a là aussi l'aveu d'un problème de perception des réalités, que je vous ai déjà dit de nombreuses fois. C'est que les pontes nazis, Hitler et le haut commandement ne croyaient pas que les Russes atteindraient la ville, ne pensaient pas que c'était quelque chose de possible, et j'allais dire, ils le refoulaient peut-être lorsqu'ils l'envisageaient, tellement c'était le drame général de leur point de vue. Donc au final, lorsque le responsable, donc, qui est nommé, c'est le général Wedling, va donc dans Berlin voir les forces qu'il a pour défendre la ville, il découvre qu'il dispose de 45 000 hommes de troupes régulières, plus ou moins dans un bon état, hein, avec peu de ravitaillement, voilà, qui dispose de 40 000 membres du Volkssturm. Le Volkssturm, vous savez, c'est des personnes recrutées à la hâte, qui ne sont pas des militaires, qui n'ont pas d'entraînement, ou qui n'ont pas vocation à être militaires, qui soient trop âgés, trop blessés, trop invalides, trop jeunes. Donc il a 45 000 soldats dans l'état où il se trouve, voilà, 40 000 Volkssturm, donc des troupes extrêmement faibles, et 60 chars en état de fonctionnement. 60 chars, c'est ridicule. Peu de ravitaillement, pratiquement aucun aménagement défensif, en tout cas aucun aménagement n'a été créé dans les derniers jours, semaines, en prévision des attaques russes. Il y a dans Berlin seulement 3 forteresses dites tours d'ECA. Ce sont des constructions avant tout conçues pour la défense contre les avions, avec des grandes quantités de canons dirigés vers le ciel pour lutter contre les bombardements aériens alliés. Donc ces 3 tours forteresses résistantes aux bombardements sont remplies de civils qui s'y sont réfugiés, et de personnes blessées, militaires ou civiles, qui sont là en priant pour leur vie. Donc il y a que ça, quoi, comme aménagement défensif, rien d'autre. Donc on croit rêver. Le quartier du bunker d'Hitler, la chancellerie, est défendu par 2000 soldats SS, qui sont disposés là en ultime recours. Et en face, les Russes donnent l'assaut avec 1 500 000 hommes. Donc on est sur du 1 contre 15, pour être gentil avec les Allemands, 1 contre 30 en termes de soldats, ou même plus que ça. Et encore, vous vous doutez bien que les soldats allemands à ce moment-là... Bon, les civils dans la ville.
il n'y a aucune évacuation qui a été ordonnée des civils dans la ville de Berlin, qui est une ville extrêmement peuplée. Et quelques jours avant, on assiste à des scènes surréalistes où des gens vont au travail, malgré les bombardements, les Russes arrivant. Les gens n'ont pas trop d'infos, ils savent pas ce qui se passe vraiment. Partir, quitter la ville, c'est soit être vu comme un traître, soit abandonner tout ce qu'on possède encore. Donc oui, les gens veulent pas quitter leur vie. Donc voilà. Les rares personnes qui ont essayé de parler avec Hitler de la possibilité d'évacuer les civils de la ville se sont vus et conduits dans des hurlements. Dans le meilleur des cas, Hitler, lorsque quelqu'un lui a dit « mais quand même, on pourrait peut-être penser aux enfants, vous vous rendez compte, mon Führer, il y a des enfants dans la ville, je sais pas quoi », il s'est mis à hurler en disant que c'était n'importe quoi, qu'il n'y avait pas du tout d'enfants dans la ville. Donc il vit en réalité, hein, là aussi, puisqu'on sait aujourd'hui, je ne sais pas comment on arrive à faire ces stats-là, mais en gros on estime qu'il y avait environ 120 000 enfants en bas âge. Vraiment des enfants, quoi, dans la ville. Donc il y a toute une population qui est là, famille, voilà. Goebbels est approché lui aussi par des personnes qui essaient de faire ce qu'elles peuvent, quoi, hein, pour évacuer la ville. Et Goebbels, lui, il dit « Ah, c'est pas une bête idée, évacuer la ville, c'est pas mal, voilà, je vais m'en occuper. » Et puis il ne fait rien pour ça. Donc, le moment où les Russes arrivent, il y a toujours autant de civils dans la ville, aucune évacuation n'a été ordonnée. Les gens qui sont partis leur fait de leur propre initiative. Voilà. L'anecdote des civils français, ça c'est assez étonnant, des soldats SS français. C'est assez étonnant, les derniers renforts que Berlin reçoit juste avant que la ville soit encerclée par les Russes, en fait c'est 90 SS français. Survivants de la division Charlemagne, elle-même constitution en tentative d'unité vaste de soldats français volontaires sous l'uniforme SS. En fait, ils n'ont jamais été très très nombreux, les volontaires français sous l'uniforme allemand. Si le sujet vous intéresse, j'ai ici un livre consacré au sujet. Volontaires français sous l'uniforme allemand que j'ai lu, que je connais, que je pourrais vous commenter un jour si ça vous dit. Mais bon, en attendant, voilà, ils n'ont jamais été très nombreux, ces Français. Et ça n'a rien de très étonnant, j'en profite pour vous dire ça, qu'il y a eu des SS français, parce que Hitler, dans sa volonté d'émettre un grand Reich, voulait en fait émettre un Reich européen. J'ai déjà montré les propos intimes à deux tables d'Hitler, dans lequel il le dira à de très nombreuses reprises, que pour lui la constitution de son empire, c'est un empire européen. Et du coup, il a vocation à faire une armée européenne. Donc cette armée idéologiquement européenne, dite SS, au final, il est logique qu'elle ait des soldats un petit peu de tous les pays d'Europe. Et une stat d'ailleurs à ce propos, c'est que la moitié des soldats SS en 1945 ne sont pas allemands. Donc on assistera dans les rues de Berlin à ce combat complètement loufoque où sous l'uniforme SS, des compagnies de Lettons croisent des compagnies de Belges, de Français, des soldats de toute origine, des Croates, des Tchèques, hein, vous voyez. Il y a un peu de tout en fait sous l'uniforme SS, puisque il a vocation encore une fois à créer une armée européenne. Avant l'heure, si j'ose dire. Voilà. Ces soldats français, 90 français SS survivants, arrivent avec 5 véhicules dont 2 blindés. Ils vont se retrouver au cœur des combats jusqu'au dernier jour. À ce point que l'avant-dernière SS décorée de la plus haute médaille qu'on ait donnée, voilà, la croix de chevalier de la croix de fer par l'armée allemande, fut en fait de ces Français-là, Eugène Van Loo, pour un exploit, puisque c'est un plombier de 20 ans, hein, ce Français, et son exploit c'est d'avoir détruit 8 chars russes le même jour. Pour vous donner une idée de l'acharnement des combats, énormément de soldats allemands avaient été fournis en Panzerfaust, une des rares choses que l'Allemagne arrivait encore à produire en quantité. Le Panzerfaust, c'est des roquettes anti-chars à tir unique, dotées d'une tête perce-blindage hyper efficace. Ils détruisaient tous les chars avec, tout le temps, pratiquement, chaque fois qu'ils tiraient. Donc, les Russes perdront une grande quantité de chars, et donc ce Eugène Van Loo, il a détruit 8 chars le même jour, c'est quand même à souligner. 2 autres Français vont être décorés, avec une médaille un peu moins importante, pour avoir chacun détruit 5 chars durant la bataille au total. Ils sont décorés parce que c'est leur 5e char. Voilà. Les combats dans la ville, j'ai commencé déjà à vous en parler, mais globalement il y a quand même un chaos extrême. Ils sont vraiment extrêmement meurtriers. Les Russes vont perdre une grande quantité d'hommes et de chars dans ces combats. Il faut savoir que l'avalanche de matériel russe conduit à un phénomène
tout à fait commun dans cette guerre malheureusement, qui sont les tiramis. C'est qu'en fait, bah, les artilleurs étant loin du front, plus ou moins loin selon les types de canons, et tirent sur là où ils pensent que les Allemands sont, bah, le front dans sa ville est tellement fluctuant que la plupart du temps, les artilleurs tirent à des endroits où en fait les Russes sont déjà là. Et ce phénomène, couplé à un deuxième phénomène dont j'ai déjà parlé, qui est l'irrespect profond pour le soldat de la part de la hiérarchie, fait que il y a un grand nombre de soldats russes qui meurent sous leur propre artillerie. Les soldats allemands se battent avec acharnement, les soldats russes aussi. Donc ça s'étripe dans tous les coins, c'est terrible, la ville est complètement fracassée de tout combat. J'ai ici quelques images, vous voyez, je vous montre ici des ruines dans Berlin. Ça c'est une rue de Berlin juste après la défaite. Vous voyez, ça se passe de commentaires, quoi. La ville est rasée. Il n'y a plus rien qui tienne debout. Il n'y a plus que des pans de murs. Il n'y a plus un toit, plus un mur, plus une fenêtre, plus un carreau. Tout a été rasé au tir d'artillerie. Tout a été rasé aux obus de chars, aux grenades individuelles, aux lance-roquettes. Tout est massacré. Lance-flammes aussi, utiliser lance-flammes dans les combats rapprochés. Vous voyez, ça c'est une vue aérienne d'endroit dans Berlin. On voit bien que c'est globalement rasé, quoi. Voilà. Ces combats sont terribles, je vous l'ai dit. Le quartier de la chancellerie, au bout d'un moment, hein, les Russes arrivent au quartier de la chancellerie. Donc là, il y a 10 000 survivants, des 85 000 Allemands qui défendaient la ville. Il reste 10 000 soldats survivants qui se replient dans le quartier de la chancellerie, complètement encerclés. Avec quelques véhicules, on parle de 3 véhicules blindés, qui étaient encore en état de marche. Et ils vont essayer de tenir le quartier de la chancellerie, ça tiendra quelques jours, à peine, quelques heures par endroit, et dans des combats d'acharnement. Au bout d'un moment, les derniers groupes vont essayer de sortir, une fois que Hitler s'est suicidé, avec notamment Bormann, qui essaiera de partir de la ville. Et il y a une différence entre les regards historiens là-dessus, d'ailleurs. Est-ce que Bormann a réussi à fuir la ville ou pas? D'après Alain Decaux, hein, dans une de ses émissions télé à l'époque, sur Martin Bormann, d'après Alain Decaux, Bormann a réussi à fuir, est allé se vivre en Amérique du Sud, et y a vécu de nombreuses années. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est compliqué d'être sûr. En attendant, il y a d'autres thèses, d'autres historiens qui disent qu'il est mort, hein. Il semble qu'il y ait des soldats ont dit oui, on a vu Bormann mort, et puis quand on leur a demandé s'ils avaient vérifié que c'était Bormann, ils ont dit ben non, on a supposé que c'était lui. Bon, on avait vu Bormann un peu avant vivant, puis à l'endroit où il était vivant un peu avant, on a vu qu'il y avait 2 mecs morts, lui était avec un autre mec, on a pensé que c'était Bormann, mais tout ça est un peu flou, tout ça est un peu suivant les souvenirs de cette situation chaotique, donc bon. Il semble qu'un petit groupe de soldats, en tout cas, ait réussi à percer l'encerclement russe par le nord-ouest de la ville, et ait réussi à s'enfuir. Ça paraît assez incroyable, quelques centaines de soldats peut-être. Voilà. Il faut savoir aussi autre chose. J'ai parlé que les SS étaient une armée européenne. Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que les Allemands ont employé également beaucoup de Russes. Ça paraît incroyable. Beaucoup de Russes étaient volontaires pour servir les armées allemandes. Et donc c'est l'armée dite l'armée russe du général Vlasov, qui est un général transfuge, hein, qui a rejoint les Allemands pour combattre à leur côté. Et cette armée a eu jusqu'à un effectif de 50 000 hommes, 50 000 Russes, combattant leurs propres frères russes sous l'uniforme allemand. Il est évident que leur sort réservé par la hiérarchie soviétique et Staline est tout à fait spécial. Et donc ces soldats savent très bien qu'ils sont obligés de combattre jusqu'à la mort. Ils n'ont pas d'autre choix. Être capturés pour eux signifie la mort dans des souffrances souvent terribles, liées aux vengeances, hein, que leurs compatriotes veulent leur faire subir. Donc voilà. Ça voilà, c'est assez tragique. Les combats par ailleurs, rapidement, je vous ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de soldats et de civils allemands qui étaient réfugiés au sud-est de la ville dans une grande forêt, qui essaient de fuir, ça donnera des grands combats, je vous l'ai dit. Certains arriveront. Voilà, des restes d'armées allemandes un petit peu partout, essaient de fuir la capture avec les Russes, drainent des civils avec eux. La ville de Breslau
La ville de Breslau, j'ai montré les cartes tout à l'heure, c'est carrément en amont de Berlin. Ça fait longtemps qu'elle est encerclée depuis la première fin de la phase offensive. Ça fait peut-être 2 mois qu'elle est encerclée. Je n'ai pas vérifié tout de suite. Vous m'excuserez si c'est un peu imprécis à quelques semaines près. Mais en tout cas, Breslau est encerclée longtemps et Breslau tient toujours au moment où Berlin tombe. Je crois que c'est Hank, le fou furieux nazi, qui est à la tête de la ville de Breslau, qui fait tout pour tenir la ville et qui, bon, visiblement, a un peu de succès là-dessus. Bref, bon, elle se rendra, hein. Elle tient pas toujours, si j'ose dire. Bon, il y a d'autres poches allemandes qui tiennent encore quand Berlin tombe, qui vont finir par se rendre autour des villes de Danzig et de Königsberg, le long de la mer Baltique. La poche de Courland, en actuelle Lettonie, contient toujours beaucoup de forces allemandes qui vont se rendre. Il y avait beaucoup de forces allemandes également au sud. Je vous ai dit qu'Hitler envoyait tout là-bas près de Budapest, donc il y a encore des forces vers le sud de l'Allemagne. En République tchèque aujourd'hui, en fait, hein, il y avait beaucoup de forces allemandes concentrées qui se sont rendues en Italie du Nord. Bon, voilà. Autre chose, avant de mourir, vous savez qu'Hitler a confié la succession de son pouvoir à l'amiral Dönitz. Et tout le monde semble avoir avalisé l'idée que, bon, ben, très bien, Hitler a donné la succession à l'amiral Dönitz. Les puissances se sont ouvertes, donc du coup, de relations diplomatiques avec le gouvernement de succession d'Hitler de Dönitz pendant quelques semaines. Hein. Ça n'a duré que quelques jours, cette affaire. Moins de mois, si je me souviens bien. Et ce n'est pas la thèse de Ewen Zelepi, dont j'ai déjà parlé dans le secret de Churchill, que je remontre ici. D'après Ewen Zelepi, en fait, l'amiral Dönitz n'est pas du tout le successeur d'Hitler. Hitler est mort sans trop se soucier de cette histoire, puisque Himmler et Göring, à ses yeux, avaient tous les deux trahi, et c'était tous les deux un peu les successeurs possibles. Goebbels s'est suicidé, avait l'intention de le faire, voilà. Donc, bon, qu'est-ce qu'a fait Hitler vraiment ? Difficile de savoir, est-ce que cette thèse tient ou pas, je ne suis pas un méga spécialiste du détail de cette affaire, mais d'après Ewen Zelepi, c'est une manœuvre de Bormann. Bormann espérait continuer sa carrière sous le régime nazi, encore quelqu'un de très éloigné des réalités, comme si ça avait un avenir, auprès d'un futur gouvernement dirigé par l'amiral Dönitz, dans lequel il aurait une place, et Ewen Zelepi soupçonne Bormann d'avoir inventé cette histoire de succession avec Dönitz, pour s'être mis, lui, comme personne très important dans le futur gouvernement, et c'est pour ça que Bormann a essayé de fuir avec le groupe de soldats rassemblés, puisqu'il essaye de rejoindre ce gouvernement pour y être en bonne place et continuer ainsi, voilà. Bon, tout ça, de toute façon, même si c'est vrai, ça capotera, hein. Personne ne donnera beaucoup de crédit à la succession de Dönitz pendant très longtemps, évidemment, tous ces gens-là seront arrêtés. Donc, voilà. Conclusion de toute cette affaire, hein. Je vous enlève cette carte, voilà, je vous ai dit les combats par ailleurs et l'histoire de l'affaire de Dönitz. Maintenant, la conclusion, le pillage russe des terres conquises est immense en termes de matériel. Les Russes pillent les usines allemandes, le matériel de toutes sortes en état dont ils peuvent s'emparer, les connaissances scientifiques accumulées par les Allemands dans tout un tas de domaines, l'aéronautique, le spatial, le nucléaire, etc. Le programme nucléaire, bien sûr, c'est un pilier très important des ambitions russes. Ils essaient de voler les stocks d'uranium que les Allemands avaient réussi à faire, ils avaient fait un petit peu de stock de matières fissibles, bon. Les Russes s'emparent de tout ce qu'ils peuvent. En matériel humain, si j'ose dire, ils s'emparent de tous les scientifiques qu'ils trouvent. La plupart ont fui à l'ouest, sont pas fous. Hein. Ils s'emparent de beaucoup de civils et de militaires pour les envoyer comme travaux forcés, comme esclaves, principalement en Ukraine pour reconstruire l'Ukraine. Ils se sont servis sur les pauvres femmes en termes de volonté de vengeance. Alors c'est ce qui a fait polémique en partie dans ce livre, l'insistance d'Antoni Bivor sur les viols répétés, massifs et de groupes des soldats russes envers les femmes allemandes. Et d'après Antoni Bivor, pardon, le nombre de femmes ayant subi des violences sexuelles se porte à 2 millions. 2 millions de femmes allemandes, hein, victimes de violences sexuelles et pour la plupart de viols, voire de viols de masse, et répétés. Des cas terribles, on parle de situations des femmes violées pendant des jours, enfin bon, on est dans l'horreur la plus complète. Il semble que la hiérarchie soviétique ait encouragé ces pratiques au moins en certains endroits, peut-être pas en tous les endroits, et Antoni Bivor charge, hein, bon, est-ce que tous les commandants d'unité étaient unanimes là-dessus? C'est compliqué, c'est quand même des choses épouvantables, donc bon, j'espère quand même que tout n'était pas aligné, si j'ose dire, sur ce comportement-là, il semble quand même que les viols aient eu lieu en termes de masse, voilà.
Il y a d'ailleurs là-dessus, la chose la plus étrange, c'est l'inversion de la propagande anti-allemande. Finalement, les Russes ont insisté pendant des années pour une propagande anti-nazie, anti-fasciste, anti-allemande à mort, en mode vengez-vous, le nazi est à vos portes, faites-leur subir ce qu'ils nous ont fait, tout ce que vous voulez. Et dans les dernières semaines de combat, il semble que l'état-major soviétique et Staline se soient aperçus que ce soit peut-être contre-productif d'avoir mené des soldats à ce point de haine, et voulu inverser la tendance, et donc on assiste d'un seul coup aux actualités soviétiques, les journaux distribués aux soldats, etc., qui d'un seul coup disent l'Allemand, après tout, était obligé d'obéir aux ordres. Un truc qui s'inverse totalement. Bon, c'est fait sans nuance, et c'est fait maladroitement, et ça tombe un peu depuis n'importe où pour le soldat russe moyen, tout ça. Bon, il semble que voilà, les Russes se soient quand même repris face aux conséquences épouvantables de leur propagande anti-allemande dans les derniers jours, dernières semaines des combats. Au moins à certains endroits, à travers certains biais de propagande envers leurs troupes. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Pour avoir une idée du désastre humain, dans la région de Prusse orientale, région allemande avant la guerre, qui est la plus à l'est, il y avait environ 2 200 000 habitants en 1940. À la fin de la guerre, les Russes en dénombrent 193 000. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 2 millions d'habitants qui ont disparu de cette zone. Vous vous rendez compte, c'est un exode extrême. C'est une région entière s'est vidée de ses hommes. Les répressions russes sur leurs propres hommes sont aussi massives. Antony Beevor insiste beaucoup là-dessus. Les Russes ont construit après la guerre 100 camps avec une capacité de 10 000 personnes pour accueillir leurs propres hommes libérés des camps de prisonniers allemands. Vous savez, les Russes étaient faits prisonniers par les Allemands, puis qu'eux ont trouvé ensuite des mecs qui n'étaient pas morts, les pauvres, qui devaient travailler dans des conditions épouvantables en étant très mal nourris, et qui ont vu leur cauchemar se poursuivre avec l'arrivée de leurs confrères, puisque ceux-ci les ont très maltraités, emprisonnés, parfois tués, parfois employés comme soldats de première ligne pour les pires tâches et surveillés étroitement, et réemprisonnés une fois que les combats étaient finis. Et donc il semble qu'ils étaient envoyés aux travaux forcés dans ces camps après la guerre. Bon, voilà. 135 000 officiers et soldats russes tout à fait réguliers ont été victimes de tribunaux militaires russes durant cette seule année 45, ce qui semble énorme. Il semble donc que les tribunaux russes et le NKVD avaient une telle paranoïa de la trahison, de la sympathie envers l'ennemi, que ça tourne à plein régime, cette affaire. Voilà. Pour finir, cette conclusion, je voulais vous lire un petit passage sur le... Vous savez que bon, les Russes ayant triomphé, ils veulent faire le grand défilé de la victoire. Et pour faire le grand défilé de la victoire, Staline veut défiler à la tête de ses troupes. Et donc il y a toute une anecdote assez étonnante avec le cheval blanc de Staline. 452, c'est quelque chose d'un peu plus léger et qui explique pourquoi Staline n'a pas défilé à la tête de ses troupes comme on aurait pu s'y attendre. Donc cette petite anecdote commence comme ça. Tous les maréchaux et généraux soviétiques supposaient que Staline allait prendre personnellement la tête du défilé du 24 juin, le défilé de la victoire. Il était le commandant suprême, c'était censé être lui le responsable de la victoire évidemment. Et la tradition russe veut qu'un défilé de victoire soit mené à cheval. Une semaine avant la cérémonie, Zhukov, donc le plus grand des maréchaux russes, est convoqué par Staline, qui lui demande s'il est toujours capable de monter à cheval. Alors mon dieu, Zhukov dit oui, bon, je monte encore un peu de temps à autre. Staline dit parfait, voilà ce qu'on va faire. Vous mènerez le défilé, le maréchal Rokossovski le commandera, et voilà, c'est pas moi qui vais le faire. Zhukov dit merci pour cet honneur, mais c'est pas censé être à vous de le faire, cher camarade, commandant Staline, voilà, c'est votre privilège. Staline dit oui, mais je suis trop vieux pour faire ça, vous êtes plus jeune, vous, faites-le, le défilé. Bon, Zhukov n'insiste pas, il sort, on lui présente le cheval qu'il doit monter du coup, et donc Zhukov, ok, découvre le cheval, très bien. Et puis, il y a le fils de Staline, au moment où on montre le cheval à Zhukov. Et le fils de Staline prend Zhukov à part, et lui dit ce que je vais vous dire est un grand secret. Mon père se préparait à mener le défilé de la victoire, mais un curieux incident s'est produit. Il y a 3 jours, le cheval s'est cabré car mon père n'avait pas très bien utilisé ses éperons. Il a saisi la crinière et s'est efforcé de rester en selle, mais il n'y est pas arrivé et est tombé, se meurtrissant douloureusement l'épaule et la tête. Quand il s'est relevé,
il a craché par terre et a dit que Zhukov mène le défilé. Voilà, c'est un vieux cavalier, lui. Alors Zhukov, très étonné, dit mais quel cheval montait votre père? Et du coup il dit bah le même que celui que vous allez monter, quoi. Mais je vous en supplie, n'en parlez pas. Donc voilà, l'anecdote loufoque, à quel point il y a le culte du secret et à quel point il y a tout est encadré en Union soviétique, c'est assez incroyable. Staline ne voulait pas passer pour un con, si j'ose dire, à l'idée de ne pas savoir monter à cheval. Et donc voilà pourquoi c'est pas lui qui a défilé à la tête de ses troupes lors du grand défilé de la victoire. Voilà. Pour terminer, au total de cette grande guerre patriotique générale dont je viens de vous brosser le dernier épisode, le front de l'Est, ou la guerre germano-russe, on estime que 15,5 millions de militaires au moins furent tués. Des deux côtés, hein. Au moins 11 millions de Russes et au moins 4,5 millions d'Allemands. C'est quelque chose d'effroyable comme guerre. C'est la plus grande guerre en termes de quantité d'hommes tués de tous les temps, hein, cette guerre. Pris à part, alors qu'elle s'inscrit dans le conflit cataclysmique de la Seconde Guerre mondiale déjà. Le bilan des pertes est quand même très difficile à établir sur cette seule année 45. Le livre ne le fait pas. On est peut-être que 400 000 Allemands soldats sont morts et 200 000 soldats soviétiques. Un nombre de civils incalculable. Voilà pour un bilan des pertes. Pour aller plus loin, d'un point de vue militaire, je vous conseille d'aller regarder une petite vidéo de la chaîne History qui s'appelle Seconde Guerre mondiale, Front de l'Est animé 1944-1945 et qui en particulier à partir de la 11e minute reconstitue tous les mouvements de troupes des offensives dont je vous ai parlé. Je vous mets les références de cette vidéo et son lien en description. Voilà. 3 conseils de lecture si vous avez envie d'aller plus loin. Pour aller plus loin d'un point de vue général sur la guerre à l'Est, je vous conseille du coup la guerre à l'Est d'Alan Clark, historien américain, je trouve qu'il a fait un travail superbe là-dessus. Pour être un peu plus proche, sinon j'allais dire pour le faire à travers des vécus, alors il y a très peu de textes russes, hein, donc là j'ai 2 vécus allemands sur cette guerre. Lieutenant de Panzer, Auguste von Kageneck, c'est assez petit, c'est assez facile à lire. Donc voilà, ça va pas vous traumatiser, c'est léger. Et même si en termes de contenu c'est assez lourd, hein, évidemment, c'est quelqu'un qui vit une vie tragique, je veux dire que c'est facilement accessible. Et une autre lecture beaucoup plus dense et beaucoup plus terrible, je trouve, en plus de ça. Le soldat oublié, Guy Sager, c'est un franco-allemand recruté par la Wehrmacht en 1942, alors qu'il a 17 ans, donc très jeune, recruté un peu à milieu-guerre, affecté au front russe, quoi. Et qui va vivre des événements extrêmes durant près de 3 ans. Maintenant que je vous ai donné ces conseils de lecture, pour la prochaine fois, peut-être je m'attaque à Guderian, et peut-être je m'attaque à Stalingrad. J'ai envie de vous dire, à la limite, pour ceux qui sont toujours là, en même temps ça me fera une petite stat, si les gens me répondent, c'est qu'ils sont allés jusque là. Si jamais vous avez une préférence là-dessus, est-ce que vous voulez que je fasse Stalingrad, le premier livre d'Antoni Bivor, qui est consacré à la bataille du même nom bien sûr, ou Guderian, les souvenirs d'un soldat, le plus haut gradé allemand qui, de mon point de vue, et ça vaut ce que ça vaut, hein, est quelqu'un de lucide sur la situation générale de son pays, comparé aux autres pontes nazis qui, eux, en plus d'être des monstres tous, hein, sont dans l'illusion de la réalité. Donc c'est quand même intéressant d'avoir les mémoires de quelqu'un qui était lucide sur le destin de son pays au moment où il le vivait. En tout cas, moi je trouve ces mémoires hyper intéressantes et je trouve le livre sur la bataille de Stalingrad très passionnant aussi. Dites-moi ce que vous voulez. Dans peut-être 15 jours, je sortirai la suite si j'arrive. D'ici 15 jours à reconsacrer. Peut-être que là, avec les efforts que j'ai réussi à faire et le gain de temps que ça m'apporte en termes de nouveaux formats, peut-être que j'y consacrerai un peu moins d'heures que les 50 heures qui m'ont pris cette vidéo. Les 2 livres sont déjà lus, j'ai plus qu'à reparcourir mes notes. Donc j'estime à peut-être une vingtaine, 25 heures pour me faire quelque chose de bien là-dessus. Donc voilà, si vous voulez l'un ou l'autre, dites-le moi. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. Et n'oubliez pas de rester curieux. Allez, salut à tous.